Here we go. Bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Je vous propose dans cette vidéo de partager une élaboration faite sur traitement de choc psychiatrique et leur illustration dans le cinéma hollywoodien. Alors ces traitements de choc dont je vais vous parler sont suffisamment spectaculaires pour devenir des objets cinématographiques, être recyclés par des scénaristes ou des metteurs en scène dans certains genres de films où ils peuvent engendrer dans le public des émotions de base, la peur, la fascination, la répulsion. C'est donc un outil de dramatisation du film. A labyrinth of twisted detours that both sexes stumble along. Ce concept se situe à cheval entre deux champs. Le champ du profane, ou dans la médecine contemporaine, par exemple, un état de choc hémorragique qui peut provoquer une défaillance circulatoire périphérique, un collapsus et la mort. Et du côté profane, le choc dont je vais vous parler a plutôt à voir avec ce qu'on appelle la sphère émotionnelle. Ce concept, il est inscrit dans l'histoire de la médecine occidentale depuis l'Antiquité gréco-romaine, où déjà à l'époque, les médecins pensaient qu'un individu malade était porteur d'une espèce de noyau toxique, porteur d'un mal, dont il fallait le délivrer en l'extrayant, en le purgeant, en le purifiant. Par exemple, la tragédie grecque, destinée à engendrer dans le public à la fois la crainte et la pitié, était aussi destinée à les purifier de leur passion, à travers une expérience intitulée cathartique, du mot catharsis qui veut dire purgation. Elles étaient de même sang, mais leurs patries étaient diverses. La première habitait la Grèce, l'autre la terre barbare. Elles se prennent de querelles, mais mon fils survient à son tour, les saisit, les attelle à son char et leur passe au cou les harnais. Une des femmes en paraît fière et prête sa bouche aux morts, mais l'autre résiste, se cabre, déchire son harnais et brise en deux le joug, faisant tomber mon fils. Donc cette idée de purification, elle a été à l'œuvre dans la médecine traditionnelle jusqu'à nos jours. Dans la médecine scientifique, bien entendu, on est passé, comme on dit, à autre chose. Toutefois, en psychiatrie, il y a eu un certain nombre de techniques de choc qui empruntaient à ce principe. Un individu porteur de troubles mentaux, s'il subit un choc médicalisé, peut s'améliorer. Dans ces techniques de choc, il y a en fait 4 groupes ou 4 procédés. Le premier consiste à utiliser un agent chimique. Le second consiste à utiliser un germe infectieux. Le troisième à utiliser l'électricité. Enfin, on peut inclure un quatrième qui est celui de la psychochirurgie. Je le répète, toutes ces techniques sont destinées à engendrer chez le patient un état de choc. Je vous rappelle que dans l'histoire du cinéma hollywoodien, la chose psychiatrique fait son apparition de manière explicite tardivement, au cours des années 40. Alors qu'en Europe, par exemple, de très grands metteurs en scène, et bien antérieurement, ont déjà mis en scène le paysage psychiatrique de manière explicite. Voici 2 exemples de films qui mettent en scène de manière explicite le paysage psychiatrique. Pourquoi ce retard? Probablement sous les effets d'une autocensure dans les représentations sociales nord-américaines. À l'époque, à Hollywood, il y a une censure explicite, mais nulle part il n'est question d'interdire la représentation de la maladie mentale dans des films. Il y a dans les années 30 un film qui a eu peu de succès intitulé Private Words, une jeune femme psychiatre qui entre en conflit avec ses collègues qui sont plutôt conservateurs. Mais ça se résume à une histoire de conflit. Le film qui fait date est The Snake Pit,
L'intrigue est celle d'une jeune femme qui a des troubles psychiatriques et subit dans l'établissement où elle est hospitalisée un certain nombre de traitements, dont des électrochocs. Alors, ce film est réalisé par un grand metteur en scène, les acteurs sont excellents, les personnages tout à fait crédibles, et le scénario, comme on dit, se tient. Il est parfois quasi documentaire. Ce film a eu beaucoup de succès dans le public aux États-Unis, au point qu'il a engendré une sorte de mouvement d'opinion pour que les législateurs dans chaque État revoient un petit peu, comme on dit, leur copie sur les conditions d'hospitalisation de certains patients. Et si l'on parle de folie, le seul genre cinématographique qui précédemment illustre la folie, c'est bien entendu le cinéma muet burlesque, qui met en scène un personnage complètement fou et qui affronte des situations complètement folles, avec de la démesure, de l'inouï, de l'insensé, comme par exemple le metteur en scène et acteur Harold Lloyd. Je vous rappelle d'autre part que dans l'histoire du cinéma hollywoodien, le médecin, s'il est un personnage pivot ou un personnage principal, dans 40% des films, joue le rôle d'un criminel, un escroc, un violeur, un voyeuriste, un tueur, etc. Comme par exemple dans le film Get Out, où un couple de psychiatres assassine des jeunes afro-américains pour faire toutes sortes d'expériences. You can't move. Why can't I move? You're paralyzed. Just like that day when you did nothing. You did nothing. Now, sink into the floor. Wait. Sink. À noter aussi que lorsque le cinéma pornographique a été distribué dans des salles publiques réservées aux adultes aux États-Unis, et ce au début des années 60, la moitié des films avaient pour thème le paysage médical, docteurs, infirmières, patients, etc. Toutes ces techniques de choc en psychiatrie sont apparues au cours des années 20-30 du XXe siècle. Il y a eu donc une espèce d'âge d'or, et ce, selon les techniques, jusque dans les années 50-60. Puis il y a eu un déclin et un abandon de ces techniques, pour la plupart excepté pour l'électrochoc. Pourquoi? Tout d'abord parce que les résultats étaient peu fiables. Il n'y avait pour certains aucune action thérapeutique réelle. Il y avait aussi des complications, des séquelles. Certains pays ont interdit des pratiques, comme par exemple la psychochirurgie. Mais ce qui a sans doute le plus participé à ce déclin, c'est l'apparition de la psychopharmacologie au début des années 50, avec la mise sur le marché de médicaments qui avaient à l'époque, et aujourd'hui encore, une action spécifique sur certains symptômes psychiatriques. Les troubles de l'humeur, les psychoses, etc. Il y a environ une dizaine de films dans l'histoire du cinéma hollywoodien qui, de manière explicite, mettent en scène ces techniques. Dans ce film, l'acteur Gene Evans joue le rôle d'un journaliste qui simule des troubles mentaux pour se faire interner dans un hôpital psychiatrique et partager les expériences avec les patients. Shock Corridor. The medical jungle doctors don't talk about. A labyrinth of twisted detours that both sexes stumble along. Case history number 1. Johnny B., brilliant newspaper reporter, suffering from hallucinations that his sweetheart is his sister. Don't ever do that! Love-maddened women. He's mine. He's mine. He's mine. Technique qui engendre dans le public un certain nombre d'émotions de base dont je vous ai parlé, et de ce fait participe à fabriquer une image plutôt négative de ces procédés,
qui peuvent être considérés comme à la fois terrifiants, mais qui aussi quelque part stigmatisent la maladie mentale et participent au rejet de la population vis-à-vis du malade mental. Tous ces procédés destinés à engendrer un choc chez un individu sont apparus dans les années 20-30 du XXe siècle. La psychochirurgie, avec en particulier la lobotomie, des procédés qui utilisent une substance chimique, un agent infectieux ou de l'électricité, pour, je le répète, engendrer un choc qui serait libérateur. La psychochirurgie a été élaborée à partir des années 30 par un neurologue. C'est lui qui a mis au point un type de chirurgie intitulée la lobotomie ou leucotomie, qui consiste à détruire tout ou partie du lobe frontal. Le lobe frontal qui, comme on le sait aujourd'hui au plan neurocognitif, est qualifié de véritable chef d'orchestre du cerveau. Par la suite, les psychiatres se sont appropriés cette technique. Il suffisait d'enfoncer à travers l'orbite, instillé à l'aide d'un petit marteau, sans que le patient soit préalablement anesthésié, sans aucune asepsie. La théorie étant qu'il y aurait des connexions entre ce lobe frontal et d'autres parties du cerveau et qui engendreraient des maladies mentales. Alors il y a eu un âge d'or de cette chirurgie, de cette psychochirurgie, depuis les années 40 jusqu'au début des années 60. Puis le procédé a été abandonné. Tout simplement parce que d'une part, les neurochirurgiens n'ont pas suivi ces techniques et qui n'avaient en fait aucun effet thérapeutique. Et d'autre part, parce qu'il y a eu dans certains pays des interdictions de la pratiquer. Toutefois, en Amérique du Nord, ce type de psychochirurgie s'est maintenu selon jusque dans les années 70. Alors quel est le résultat que l'on obtient? Eh bien, la plupart des patients à qui on faisait une lobotomie étaient schizophrènes. Et à l'époque, étant donné qu'il n'y avait aucun traitement psychopharmacologique spécifique, on avait affaire à des patients qui étaient agités, incohérents, dissociés, délirants, difficiles à contrôler. Et une fois qu'ils avaient été opérés, ils devenaient complètement indifférents, ralentis, avec des troubles cognitifs. On dirait aujourd'hui que ces patients-là étaient zombifiés, comme on dit. Et bien entendu, dans l'impossibilité de manière définitive de s'inscrire dans tout processus de réadaptation ou de resocialisation. Ils étaient donc définitivement aliénés à l'institution. À l'époque, aux États-Unis, il y avait environ 500 000 personnes hospitalisées dans des hôpitaux d'État psychiatriques. On pense qu'il y a eu environ 40 à 50 000 personnes aux États-Unis en particulier qui ont subi une lobotomie. Alors voici un extrait du film Vol au-dessus d'un nid de coucou, où le héros McMurphy simule les effets de cette neurochirurgie. It shouldn't take too long. How about it, you creeps, you lunatics, mental defectives? Let's hear it for Bull Goose Randall back in action nice. Je vous rappelle que ce film, dont le paysage est celui d'une institution psychiatrique, est en fait, selon le metteur en scène Miloš Forman d'origine tchèque, une illustration du totalitarisme communiste de l'ex-URSS, où le héros McMurphy joue le rôle d'un dissident. Le héros McMurphy, qui joue le rôle d'un ange exterminateur dans ce paysage psychiatrique, et suite à des actes de violence dont il est l'acteur, finit par être lobotomisé. Lobotomie qui, dans ce paysage totalitaire, constitue la sanction suprême.
pour un individu réputé récalcitrant. À l'époque où ce traitement était, comme on dit, en vogue, il y avait un psychiatre américain, le docteur Walter Freeman, au volant de sa voiture, faisait le tour des États-Unis, allant d'hôpitaux psychiatriques en hôpitaux psychiatriques, avec une espèce de kit de lobotomie dans une valise, pour pratiquer de lobotomie en série. Ce type de chirurgie avait des complications hémorragiques, infectieuses. Mais je le répète, il n'y avait en fait aucun effet thérapeutique. Les seuls effets observables étaient en fait des séquelles. Donc ce traitement a été abandonné. En France, je crois savoir qu'il n'a pas été interdit, mais paraît-il réglementé. Dans ce film, Sean Connery joue le rôle d'un poète qui a des troubles psychiatriques et dont l'agressivité est mal contrôlée, et qui finira par être lobotomisé. Like you have never seen. They call it a fine madness. Then they gave him the golden finger. After that, he had a ball. The thunder of applause. All that jazz. Dans ce film, Jessica Lange joue le rôle d'une actrice connue des années 30 et qui a des troubles psychiatriques, qui subira toutes sortes de traitements contre son gré et en fin de compte, une lobotomie en 1950. Frances, based on a true story. Now here she is! Come and get it, girl! Miss Frances Farmer! Because she dared to be different, they attacked her. You've got no right! You no longer have any rights as an adult. But she wouldn't back down. What did you do? You know, I've never been able to figure that out. Miss Farmer, you leave me no choice but to order you to start serving 180 days at the county jail. I haven't got a lawyer. What I want to know is if I got any civil rights. Have I got any civil rights? Quand on fait la lobotomie, on ne peut pas évidemment convoquer un personnage du cinéma hollywoodien, Frankenstein, un monstre qui est apparu dans le cinéma hollywoodien dans les années 20. It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Au moment où d'autres monstres sont apparus, comme Dracula, King Kong, etc. Il faut savoir que dans l'histoire du cinéma hollywoodien, ces monstres réapparaissent de manière cyclique. Et ces cycles sont scandés en fait par des crises aux États-Unis, économiques, sociétales ou politiques. Deuxième procédé, toujours pour obtenir un choc, consiste à injecter à un patient un germe infectieux qui va provoquer une fièvre aiguë et de ce fait un état de choc. Le germe choisi est celui du paludisme, de la malaria. Et la technique est intitulée la malaria-thérapie. C'est le psychiatre allemand von Jauregg qui a mis au point cette technique et qui l'a utilisée pour soigner des patients atteints de syphilis tertiaire, qui est un stade très évolué où il y a des complications neurologiques. Ces patients étaient déments puisqu'ils avaient une inflammation des méninges cérébrales et paraît-il, il a eu des résultats et le prix Nobel de médecine. Cette technique a été assez rapidement abandonnée en raison de complications liées au paludisme lui-même. La technique consiste à injecter une substance qui, elle, va provoquer un état de choc. Alors il y en a plusieurs, paraît-il, dont je crois savoir le cardiazole. Le docteur Meduna, psychiatre hongrois, est pionnier de la convulsivothérapie avec cette substance. Pour ce qui est de la psychiatrie, la substance utilisée est l'insuline. Donc ça s'appelle la cure de Sackel. Pourquoi? Parce que l'insuline provoque chez un individu un état comateux de profondeur variable et l'on peut assez facilement ressusciter le patient en l'hydratant avec du sucre. Cette technique a été utilisée assez largement
Le héros Graham Nash, mathématicien et schizophrène, joué par l'acteur Russell Crowe, subit une séance d'insulinothérapie. Administering insulin. Dans ce plan destiné à dramatiser l'intrigue, Graham Nash convulse, ce qui n'est pas spécifique à ce type de traitement, mais plutôt à l'électrochoc. Le docteur Kukrovitz, joué par l'acteur Montgomery Clift, pratique des lobotomies dans un asile. Il est amené à s'occuper de Catherine, jouée par Elizabeth Taylor, à qui il injecte un sérum de vérité pour provoquer un état de choc. Sebastian only needed you while you were still useful. Useful? I mean young, able to attract. She's babbling again, babbling and lying. He left her home because you lost, stole him. lost her attractiveness. What does attractiveness have to do with the son and the mother? You see, Doctor, we were both decoys. 6 great stars combine their talents to recreate Suddenly Last Summer, Tennessee Williams' magnificent drama. Something horrible happened to that girl last summer. Some dreadful, traumatic experience of some kind. What? La deuxième technique consiste à envoyer dans le cerveau des stimuli électriques pour déclencher une crise d'épilepsie généralisée. Alors ce sont 2 psychiatres italiens qui ont mis au point cette technique, toujours dans les années 30. Les docteurs Cerletti et Bini. Il paraît-il, ils auraient eu cette idée après avoir visité un abattoir et constaté que les employés envoyaient des chocs électriques aux animaux, je crois savoir des cochons, pour faciliter la mise à mort et l'équarrissage. Cette technique, intitulée sismothérapie, électroplexie, électrochoc, a suivi l'évolution de la médecine, autant du côté du patient, de sa préparation, de la surveillance, que du côté technique au niveau de l'appareil. Il y a donc eu depuis bientôt un siècle des millions de personnes qui ont reçu des électrochocs. À la fin de cette vidéo, je ferai un aparté à propos des données les plus récentes concernant cette technique. Quoi qu'il en soit, il y a des résultats, mais dans des indications qui sont de plus en plus cernées et spécifiques. Alors qu'à l'origine, ces électrochocs étaient pratiqués, comme on dit, à large, c'est-à-dire chez toutes sortes de patients et toutes sortes de pathologies. La fosse aux serpents est le titre français, fait allusion au fait qu'il y aurait eu aux États-Unis, dans un hôpital, une expérience faite par des psychiatres où ils plaçaient des patients dans une fosse avec des serpents pour engendrer chez eux un état de choc. Voici un extrait du film qui décrit de manière quasi documentaire un électrochoc tel que pratiqué à l'époque. Come on, I said lie down on this table. How are you today, Mrs. Cunningham? You're going to electrocute me. Was my crime so great? No, Mrs. Cunningham. Nobody's being electrocuted. Dr. Summer and I are just trying to make you well. We are friends. All right, Miss Lipton. Pat, Mary, get on this side. Evelyn. Would they dare to kill me without a trial? If I say I demand a lawyer, they'll have to do something. It's in the Constitution. Now just relax, honey. 3 against 1. It isn't fair. Yes, I'd better call a lawyer right away. I want... Miss Davis, I want her held loosely. Just guide her arms and legs. Yes, Doctor. Don't be afraid, Mrs. Cunningham.
Voici un aparté à propos des données les plus récentes sur l'électroconvulsivothérapie. Je peux partager ici le fait que j'ai travaillé plus de 20 ans en Amérique du Nord, au Canada, dans un hôpital général, où j'étais aussi chef de service sur une unité de psychiatrie qui cohabitait avec d'autres spécialités comme la chirurgie orthopédique, la médecine interne, etc. J'ai pratiqué les électrochocs en moyenne pour 3 à 5 patients chaque année. Tout d'abord, j'aimerais insister sur le fait que ce projet thérapeutique doit être, en toute modestie, et c'est mon avis, pensé, élaboré dès l'admission du patient en psychiatrie, après qu'il ait été transféré des urgences. Ce qui implique un triple bilan. Le premier, c'est un bilan clinique. À quel diagnostic avons-nous à faire? Ce qui nécessite bien sûr de faire référence à des critères, comme par exemple ceux du DSM-5 de l'American Psychiatric Association. La quasi-majorité des patients pour lesquels j'ai posé cette indication présentaient ce qu'on appelle un trouble dépressif majeur avéré, avec ou non des caractéristiques psychotiques, des caractéristiques mélancoliques, une détresse anxieuse, etc. L'intensité de ce trouble était le plus souvent sévère. Donc on avait affaire à un individu dont l'humeur est effondrée, qui est exténué, insomniaque, anorexique, incapable de se concentrer et préoccupé par des idées de mort. Le deuxième point concerne l'historique de ce patient. Quels sont ses antécédents? Est-il par exemple bipolaire, ce qui était assez fréquent, et certains patients, nous les connaissions déjà. Quel est l'historique au niveau de la prise en charge, au niveau du traitement médicamenteux? Quelle est l'observance? Enfin, un troisième point concerne l'état général du patient, son état de santé physique. Y a-t-il un médicament qui serait susceptible d'engendrer ou d'aggraver l'état dans lequel il est actuellement? Enfin, y a-t-il une comorbidité, ce qui peut être assez fréquent? Par exemple, la consommation de substances, alcool ou autre. Une fois ce triple bilan effectué, la décision est prise et le lendemain, le patient est transféré au service de soins intensifs où il est pris en charge par un anesthésiste qui l'endort, le relaxe. La séance elle-même dure quelques minutes, puis le patient se réveille, ne ressent rien de particulier, il n'a aucun souvenir de ce qui s'est produit et retourne dans sa chambre. En moyenne, 3 séances par semaine. Je ne suis jamais allé au-delà d'environ 5 séances. Les résultats sont assez étonnants. C'est-à-dire que l'on obtient une amélioration clinique au bout de quasiment une semaine. Et en fin de compte, un patient, tel que je vous le décris, est hospitalisé pour en moyenne 2 à 3 semaines. Donc j'insiste sur le fait que cette décision doit être précoce. Pourquoi? Tout simplement parce que quand le patient arrive aux urgences, il ne vient pas pour une entorse de la cheville. Il vient parce qu'il a un historique dans sa maladie. Parce que les troubles psychiatriques qu'il présente évoluent depuis des jours, des semaines. Donc par exemple, prendre la décision de le faire hospitaliser pour le mettre en observation, aménager son traitement, faire des tentatives, etc., qui prennent des jours ou des semaines, et qui le plus souvent aboutissent à la moitié d'un échec, comme on dit, ou alors la moitié d'une réussite, pour en fin de compte se décider à lui faire des électrochocs. Je pourrais faire une analogie avec le fait qu'un chirurgien qui examine un jeune garçon aux urgences fait un diagnostic d'appendicite aiguë, et puis il s'adresse aux parents et leur dit « Bon, écoutez, on va le mettre en observation pendant quelques jours, on va lui donner des antibiotiques, puis si d'ici 3-4 jours, ça ne fonctionne pas, on l'opère. » Ce qui est absurde, puisque le traitement unique est l'appendicectomie. Alors, je vous rappelle que ce traitement n'a quasiment aucun effet secondaire et il n'y a aucun accident ou séquelles. Je vous signale aussi le fait que l'équipe soignante porte un regard sur ces techniques qui est aussi neutre que celui qu'elle porte sur le fait de perfuser un patient avec des antidépresseurs. Il n'y a pas de débat, je dirais, idéologique ou de clivage au niveau d'une équipe. Je fais ici référence au fait que dans les années 70-80 du XXe siècle, ce traitement a été l'objet de multiples controverses. Il a été le fer de lance de certains mouvements, par exemple l'antipsychiatrie, que ce soit en Italie ou en Grande-Bretagne,
où l'électrochoc, à l'époque, était considéré comme un objet totalement mauvais et qui illustrait quelque part le pouvoir, la cruauté, le sadisme des médecins vis-à-vis des patients. Bien entendu, ce débat, il doit rester ouvert, mais à mon avis, il doit se situer dans un autre champ, l'éthique médicale, la philosophie, la religion, ou peu importe. Dans ce film, Angelina Jolie joue le rôle de Christine, une jeune femme qui, suite à la disparition de son fils, entre en conflit avec les autorités policières et judiciaires. Elle sera internée dans un service de psychiatrie où elle subira en particulier des électrochocs. Le psychiatre lui-même, qui est au service de ces autorités, la soumettra à un chantage. Collins, you still insist that the boy out there is not your son? Yes, I do. Please don't struggle. What? You'll only hurt No. yourself. What are you doing? You can't do this. No. You are to convey the prisoner to the Los Angeles County General Hospital psychopathic ward. A threat to herself or others. We recommend that she be conveyed to the psychopathic ward until her senses can be restored. President of Code 12. Name? Collins, Christine. This is Mr. Certifying officer? Captain J.J. Jones, Lincoln Heights Division. No, please. The police are trying to punish me because... Keep it up. I'm gonna have to put you in a straitjacket. Do you want that? Then behave yourself. Code 12. À l'époque, dans les hôpitaux psychiatriques, il y avait à ce propos de multiples débats, controverses, etc. Ce qui faisait que un certain nombre de psychiatres se montraient ambivalents, voire opposants vis-à-vis de cette technique. Ce qui a pour conséquence le fait que certains patients qui auraient pu en bénéficier n'ont jamais pu avoir ce type de traitement. D'autant que si vous-même, en tant que médecin, vous n'avez pas une certaine expérience de ce traitement, sans doute aurez-vous des difficultés, comme on dit, pour improviser si vous n'avez jamais été formé. Il y a, dans les protocoles habituels, d'autres indications pour les électrochocs. Personnellement, je ne les ai jamais retenues parce que la plupart de ces pathologies qui sont décrites sont tout à fait accessibles aux médications psychotropes actuelles. Enfin, pour conclure, je vous rappelle que, à ce jour, et malgré le fait que cette technique a presque un siècle, on ne sait pas exactement comment cela fonctionne. Comment une crise d'épilepsie généralisée peut-elle améliorer l'humeur d'un patient? Selon les données les plus récentes, il y aurait, paraît-il, une meilleure transmission des messages neuronaux, mais tout ceci reste à démontrer.